Bonjour à vous, merci d'être là. Donc on va parler du circuit de l'eau, de l'alimentation dans l'usine jusqu'à sa récupération et son élimination. Mettler Toledo, on est une société qui a 5 divisions produits. On va avoir des solutions pour le laboratoire, l'analyse industrielle, le pesage industriel, l'inspection de produits, la solution logistique et la vente au détail. Vente au détail, c'est le retail, c'est les balances que vous allez retrouver dans le commerce, chez Auchan, chez Intermarché. On est connu principalement pour le pesage, mais on est aussi une division qui s'occupe de l'analyse industrielle, et plus précisément avec 3 gammes de produits distinctes, les analyses des procédés, en phase liquide et en phase gaz, et enfin les analyses de l'eau que je représente aujourd'hui. Je suis chez Mettler Toledo depuis 6 ans, je suis responsable produit depuis 3 ans sur tout ce qui est analyse d'eau pure et eau ultra pure. Je travaille aussi bien avec les marchés pharmaceutiques, cosmétiques, que semi-conducteurs, et enfin la génération d'énergie. Je vais vous montrer une photo avec 3 verres. Sauriez-vous me dire dans un de ces 3 verres où est-ce qu'on va trouver l'eau? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut bien se lancer? Et si oui, pourquoi c'est ce verre-là et pas un autre? Alors les 3 ne sont pas de l'eau, il n'y en a qu'un qui est vraiment que de l'eau. Vous dites à droite? Alors justement, c'est la feinte. À droite, c'est de l'alcool. C'est au milieu où c'est de l'eau. Et à gauche, c'est mon eau de rinçage de ma cafetière. Donc c'est pas de l'eau pure, c'est une eau avec un composé. Pourquoi vous êtes allé sur celui du milieu ou sur celui de droite et pas sur celui de gauche? Parce qu'il est coloré. L'eau, par définition, c'est incolore. Quel autre élément, quelle autre propriété de l'eau vous pourriez donner pour décrire qu'est-ce que c'est de l'eau finalement? Inodore. Et une troisième propriété? On est bon. Donc l'eau, avec son petit nom oxyde de dihydrogène, incolore, pas de goût, transparent, inodore. L'eau, même si c'est bon pour la santé, il faut se souvenir que c'est rapidement mortel, on peut geler ou s'ébouillanter avec. C'est à la base de la vie, ça compose 75% d'une bactérie, 95% d'une tomate, 65% du corps humain. Bref, on en retrouve partout. Si on va un peu plus loin sur le business de l'eau, aujourd'hui, la disponibilité de l'eau sera un défi plus grand que le changement climatique, disait la Stanford University à la fin des années 2010. Une personne sur 3 vit actuellement en stress hydrique et on annonce quasiment une personne sur 2 en stress hydrique d'ici 2030. L'eau peut servir donc, et c'est important d'avoir une idée de l'eau, comment on l'utilise tous les jours dans notre vie. D'après un rapport en 2019 qui a été publié en 2021, un Français consomme chaque jour 147 litres d'eau. Un Américain en consomme plus de 250 litres. Quelques pays pauvres ont moins de 2 à 3 litres d'eau à disposition par habitant par jour. On a peut-être tous pris un café ce midi. Pour avoir une tasse à café, c'est 120 litres d'eau. Pour avoir un verre de vin, c'est 120 litres d'eau. Pour manger une pomme, c'est 70 litres d'eau. Toujours avoir conscience de la quantité d'eau nécessaire pour obtenir un produit fini. Ça montre à quel point l'eau peut être qualifiée d'or bleu pour le aujourd'hui et pour le futur. Je vous parle de business de l'eau. Il y a une grande campagne publicitaire il y a 2 mois organisée par Back Market. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Ils ont complètement mis en avant les portables recyclés en disant qu'acheter un portable recyclé plutôt qu'un portable neuf, ça permettait d'économiser 70 000 litres d'eau. Donc aujourd'hui, dire qu'on est capable de faire de l'économie d'eau, dire qu'on est capable de réutiliser l'eau qui est produite dans une société, ça peut être utilisé comme un argument commercial. Imaginez demain, quand on va commencer à avoir des restrictions d'eau un petit peu partout, tout le business, tout ce que ça peut générer si on est capable de montrer qu'on est capable de réutiliser l'eau, si on est capable de montrer que l'eau est prise en conscience par l'industrie. Pourquoi l'eau elle est importante aujourd'hui sur les sites pharmaceutiques et cosmétiques? Tout simplement parce que c'est une matière première, c'est quasiment notre principal excipient. Ça a de nombreuses fonctions. Donc, comme je vous ai dit, matière première, elle peut être utilisée comme solvant, comme ingrédient, comme réactif, comme détergent. L'eau va être utilisée soit de manière stérile, soit en purifié, soit pour l'eau pour l'hémodialyse. Bref, elle est utilisée partout sur vos sites. Toute cette eau-là, soit elle va partir dans le produit fini, soit cette eau-là, elle va être finalement éliminée d'une certaine façon. Peut-être qu'elle pourrait être valorisée autrement. C'est ce qu'on va voir par la présentation qui va suivre, comment on peut l'utiliser.
Où est-ce qu'on en trouve de l'eau? On va distinguer deux types d'eau différents, les eaux de surface et les eaux de profondeur. Chacune de ces eaux, lorsqu'on va allumer le robinet ou à faire de l'eau de forage, a des propriétés distinctes. Les eaux souterraines vont avoir une teneur en minéraux élevée, des faibles niveaux organiques, des niveaux de dureté élevés et moins de variations de température. A l'inverse, les eaux de surface vont avoir une teneur en minéraux faible, des niveaux organiques élevés, des niveaux de solides dissous élevés, des grandes variations de température et des fluctuations saisonnières. Pourquoi la fluctuation saisonnière a une importance? C'est qu'en fonction de si vous êtes en hiver ou en été, il va falloir designer différemment votre outil de purification d'eau. Ou du moins prendre conscience que votre outil de purification d'eau ne va pas travailler de la même façon en fonction de la saison. Quels contaminants de l'eau on peut retrouver? Des solides dissous, des solides et des gaz ionisés, de la microbio, des particules, de l'organique. Je vous parle de contaminants sur les eaux ultra pures qui vont être utilisées comme matière première. Vous allez donc devoir les éliminer, ces contaminants. Pour éliminer les contaminants, il existe la distillation, qui est la méthode, la première méthode qui a été développée. On sait tous la limite de la distillation. Ça prend de la place, c'est très gourmand en énergie, et ça a un rendement quand même assez limité parce que ça prend énormément de temps, même pour distiller 1 litre d'eau. Donc il existe des technologies de purification alternatives, et c'est la combinaison de ces technologies alternatives qui va pouvoir avoir un rendement aussi bon, aussi excellent pour l'élimination de l'ensemble des contaminants. On va les retrouver sous forme de skid, et c'est sur la purification de l'eau. L'idée d'un skid, c'est de rassembler toutes ces étapes de manière limitée, de manière compacte, et aux fabricants d'eau, aux traiteurs d'eau, de designer l'outil de traitement en fonction de la demande du client. Si vous avez besoin de 1000 litres d'eau par heure, on ne va pas forcément designer le même skid que 2000 litres ou 3000 litres. De même façon, on ne va peut-être pas forcément mettre les mêmes méthodes de purification. Oui, dites-moi. C'est un ensemble. Moi, en tout cas, je n'ai jamais eu d'explication si SKID veut dire quelque chose. On m'a toujours parlé de skid. Voilà. Pas de souci. Que mesurer sur les eaux pures? On va distinguer 3 types de mesures distinctes. Des mesures chimiques, conductivité, résistivité, COT, gaz dissous, ions, autres. On va distinguer des mesures physiques et en tout cas, pour finir, des mesures biologiques. Pour chacune de ces contaminants ou chacune de ces paramètres, il va être nécessaire d'avoir des technologies différentes de mesure. Nous, Mettler Toledo, on est capable de faire de la mesure chimique, quelques mesures biologiques et très peu de mesures physiques, par exemple. Chaque fournisseur va se spécialiser plutôt sur un type de mesure. Comment mesurer sur les eaux pures? Pareil, différentes façons. On va pouvoir mesurer en hors ligne, donc par échantillon, c'est-à-dire qu'on vient prélever de l'eau dans un bécher, on le ramène au laboratoire, et là on va avoir un temps d'analyse. Donc on va pouvoir avoir un retour de l'analyse en minutes, plus souvent en heures, voire certaines fois en jours. Donc on a des limites sur la mesure en ligne. Nous, en tant que fabricants, on a du coup tout intérêt à essayer de développer des méthodes alternatives pour s'installer soit en dérivation, donc on est fixé à la conduite en temps réel et on vient mettre nos appareils en dérivation. Pourquoi en dérivation? Parce qu'on vient détruire ou du moins modifier l'état de l'eau, donc vous ne pourriez pas réutiliser l'eau sur le site industriel, en tout cas en tant que matière première, ou on va se mettre en ligne directement quand on a une mesure qui est non destructive, comme la conductivité peut l'être. Je ne sais pas si on voit... Non, on ne verra pas mon laser, tant pis. On va pouvoir retrouver en ligne directement dans la boucle, on va pouvoir retrouver des mesures de température de temps en temps, des mesures de débit et des mesures de pression. Les mesures physiques vont avoir plus de facilité à s'installer directement en ligne par rapport aux mesures chimiques ou aux mesures biologiques. Qu'est-ce qu'une mesure essentielle? Aujourd'hui, on va qualifier des mesures essentielles une mesure qui a un impact sur le coût, la quantité, la qualité ou l'homogénéité du produit. À partir du moment où vous avez une mesure essentielle, vous avez 2 stratégies parallèles qui vont se mettre en place. Soit une stratégie dite QBD, PAT. Il y a eu une conférence là-dessus mardi organisée par NIR et donc j'ai le nom exact, et Inalexpert qui a parlé pendant une demi-heure de ce qu'est la QBD, de ce qu'est la Process Analytical Technology, qu'est-ce que le Quality by Design. Donc développer la boucle d'eau en fonction de l'analyse que l'on veut faire et donc maîtriser mieux la qualité du produit fini. Et à l'inverse, on va retrouver une méthode, enfin pas une méthode mais une approche assurance qualité, contrôle qualité, qui elle est plutôt basée sur le produit fini. On va tester en pensant
pouvoir maîtriser le produit. L'approche aujourd'hui PAT pousse, et l'annexe 1 va aussi aller dans ce sens, à aller mesurer plutôt en ligne, dans l'idée de contrôler le procédé. Mais pas de panique, la QCQ a encore de beaux restes. Les mesures libératoires vont probablement rester en méthode AQCQ. Les méthodes en ligne vont être seulement utilisées sur le contrôle de procédé. Je vous ai parlé donc de la partie purification. Où est-ce qu'on va se placer maintenant sur la distribution de l'eau? La distribution de l'eau commence à partir de la cuve de stockage après la purification. Là, en fonction du type d'eau que l'on va avoir, en fonction de la qualité d'eau, on va pouvoir retrouver de l'ozone, du COT, de la conductivité, de la microbiologie en ligne. Quel est le point le plus critique à mesurer? C'est présent dans la littérature, c'est le retour de boucle. C'est là où j'ai mis l'éclair. Pourquoi ce point de retour de boucle? Tout simplement parce que si une contamination passe dans la boucle, vous êtes censé la retrouver au retour de boucle. Certains aiment mesurer aussi à la sortie de la cuve de stockage en amont des points de distribution. Comme ça, ils sont sûrs que leurs points de distribution sont théoriquement propres avec de l'eau. Et on va retrouver quelques-uns. Comme je vous ai montré tout à l'heure sur les skids de tout à l'heure, vous voyez aussi des analyses sur les skids. Donc certains mesurent également avant la cuve de stockage. Je vous ai parlé que c'était des excipients principaux. On repart des points d'utilisation. Où va l'eau sur ces points d'utilisation? On va la retrouver par exemple en R&D dans des petits réacteurs d'1 litre. On va les retrouver sur les laboratoires AQCQ. On va pouvoir la retrouver sur des grosses cuves de production, peut-être de 1000, 2000, 3000 litres. L'eau est utilisée de différentes manières, mais l'eau est présente. On va pouvoir également la retrouver sur des circuits de vapeur. On va pouvoir la retrouver sur des circuits de rinçage. Et nous, Mettler, on va pouvoir à ce moment-là mesurer avec des paramètres différents la qualité de l'eau et la qualité des produits. On va pouvoir utiliser des mesures d'O2, de conductivité, de pH, de CO2, de turbidité ou de redox. Tous ces paramètres ont un objectif clair, c'est augmenter les rendements, faciliter le contrôle du produit qui est créé, contrôler, avoir des meilleures productivités. En tout cas, on ne vient pas installer une mesure en ligne sur des cuves pour faire joli, c'est toujours pour avoir une idée d'augmenter sa productivité, gagner des coûts tout simplement. Vous aviez votre cuve, surtout les cuves de production. En général, quand vous avez fini la production sur une cuve, vous allez faire un nettoyage en place. Il existe un certain nombre de protocoles de nettoyage. En voici un exemple. À la fin du protocole de nettoyage, si vous faites un rinçage final, encore deux stratégies existent. Soit la mesure en prélèvement que vous ramenez au laboratoire et vous allez seulement avoir une libération de la cuve au retour du prélèvement du laboratoire, ce qui chez certains clients peut prendre 2, 3, 4 jours, donc ce qui fait que la cuve est stockée à un endroit et ne va pas être utilisée en production, ou vous avez des clients qui commencent à passer sur des mesures en ligne, donc soit les mesures en ligne sont intégrées dans les skids de rinçage, vous avez des fabricants de skids de rinçage qui étaient là aujourd'hui, avec une mesure de conductivité, voire une mesure de COT en ligne pour valider directement la cuve. Donc soit valider, ils prennent le risque de valider directement en ligne, soit ils ont seulement le contrôle, comme je vous ai parlé de contrôle procédé tout à l'heure, ils ont le contrôle du process, contrôle de l'eau en rinçage final qui va être fait en ligne. Ils gardent le prélèvement, mais ils savent que la cuve est propre et ils peuvent être envoyés en production et ils libèrent la cuve administrativement par le laboratoire seulement après, alors que la cuve a pu déjà repartir en production. Pour eux, c'est des gains de temps. Ça peut peut-être éviter d'avoir trop de cuves en production et de pouvoir utiliser les cuves beaucoup plus rapidement. Et à l'inverse, vous avez une cuve qui n'est pas propre, plutôt que d'attendre 4 jours le retour du laboratoire, relancez directement un nettoyage de la cuve. On a parlé de toute l'utilisation de l'eau. Comment récupérer l'eau aujourd'hui? Quelles sont les tendances de nos clients que nous avons? On commence à entendre parler de transition hydrique, avec des buts clairs. Réduire les consommations d'eau, l'utiliser plus efficacement, réduire les rejets. Sur tout ce qui est consommation d'eau, sur les boucles de distribution, tout ce qui est consommation d'eau sur les phases de rinçage, peut-être sur les rinçages de boucles, sur les désinfections de boucles, l'eau n'est pas forcément sale. Elle va, au lieu d'aller dans la station d'épuration et dépenser de l'argent pour nettoyer cette eau et la relarguer, il existe peut-être d'autres solutions. Revaloriser cette eau, donc soit la relancer directement dans le procédé avec une phase de vérification, soit la utiliser sur des circuits secondaires. Et là, on a certains sites qui commencent à fonctionner comme ça, et cette eau-là qui est considérée comme propre, être utilisée dans le circuit des WC par exemple, en arrosage.
histoire qu'elle ne soit pas dans les stations d'épuration, où finalement elle n'a aucun intérêt dans la station d'épuration, si ce n'est la remplir. L'utiliser plus efficacement, le but, réduire les rejets en volume, en charge polluante et en toxicité, pour éviter de remplir les stations d'épuration pour rien. Le but, réduire les coûts, augmenter la productivité. Ce qu'on entend parler de plus en plus également, c'est les idées de cogénération. Donc dans des sucreries, là où on va avoir la génération d'énergie, on va pouvoir avoir le traitement d'eau qui va alimenter le procédé. L'eau qui va repartir sous forme condensat, qui peut être chargé ou non. On va vérifier la charge de ces condensats par la conductivité du TOC. Et on va nettoyer cette eau avec un condenseur, un polisseur, éventuellement un aérateur, éventuellement un repréchauffeur pour renvoyer l'eau directement dans le process ou envoyer sur une chaufferie pour générer de la vapeur d'eau, pour éventuellement nettoyer la boucle d'eau, pour utiliser en tant que chaufferie, donc utiliser en tant qu'énergie directement. Bref, donner une deuxième vie à cette qualité d'eau ou à cette eau qui a été produite initialement au lieu de l'utiliser directement en station d'épuration. J'ai fait le tour de l'évacuation, j'ai fait le tour de mon circuit d'eau. Je remercie Pôle Pharma pour l'invitation. Bon, j'espère que vous avez appris des choses.